www.fmliberté.com. 14h à Chicago, 19h en temps universel. Merci de nous rejoindre sur FM Liberté, la radio de la diaspora africaine. L'émission, c'est Visage d'Afrique. Le thème de ce soir, c'est Boko Haram, une menace pour les Occidentaux ou un prétexte pour envahir le Nigeria. Vous le savez, depuis un mois, la secte islamiste a enlevé 276 jeunes filles à Chibok, au nord du Nigeria. On est toujours sans nouvelles des filles. Le président nigérien Goodluck Jonathan a dû faire appel à la communauté internationale. Pourquoi cette intervention des Occidentaux? Eric Alovor à la technique. Je suis Bill Émile Davolk au micro. Pour analyser et commenter cette situation au Nigeria, notre invitée, c'est Madame Calixte Béala, romancière panafricaniste. Elle est en ligne depuis Paris. Nous la retrouverons juste après ceci. FM Liberté, la référence. FM Liberté au rythme de l'Afrique, sur les traces de ceux qui créent l'événement sur le continent noir. Messieurs et dames, je vous l'annonçais, notre invitée cet après-midi, c'est Madame Calixte Béala. Elle est écrivaine, connue pour son militantisme et son engagement pour la cause panafricaine. Madame Béala, bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous tout d'abord de l'idéologie et des actions du groupe Boko Haram qui sévit actuellement au Nigeria? L'idéologie en tant que telle est une idéologie fascisante, c'est une idéologie de l'intolérance, de la culture de l'intolérance, de la culture du meurtre, de la culture du mépris des autres cultures, de la culture de violence à l'égard des autres peuples qui ne pensent pas comme nous. Or, le monde doit être fait de couleurs différentes pour exister. On ne peut pas peindre le monde qu'en blanc ou qu'en noir. Or, Boko Haram estime avoir la vérité et les autres peuples sont dans l'obscurantisme, selon Boko Haram, et qui conviendrait de civiliser. C'est au-delà de ce qu'on pourrait appeler une guerre des religions, c'est une guerre de civilisation qu'ils ont mis sur pied. Et ça ne peut être condamnable car l'humanité ne peut être riche et vivable que si elle est vue sur des aspects différents, si des civilisations différentes coexistent comme dans le patchwork, et si chacun peut croire en Dieu, Allah, Christ, Mohamed ou le Bouddha ou l'animisme sans être agressé par l'autre. Mais l'enlèvement spectaculaire de 276 jeunes filles à Chibok a suscité une indignation mondiale avec le fameux hashtag Bring Back Our Girls, tweeté à volonté à travers la planète par les politiciens et les célébrités. Et quelle est votre opinion sur cette mobilisation en faveur des lycéennes kidnappées? Écoutez, d'abord, je trouve que c'est très spectaculaire. Effectivement, vous avez utilisé le mot spectaculaire et ce n'est pas faible. Car comment fait-on pour enlever 276 jeunes filles à la fois Ce n'est pas qu'ils ont enlevé 276 jeunes filles en plusieurs petits morceaux de 10, 20, 30 personnes, mais 276, sans que personne n'ait rien vu, sans que la police ne soit pas informée, l'armée. Comment les transporte-t-on? Parce qu'il y a aussi une question de transport qui se pose. Comment les garde-t-on? Comment les nourrit-on? Parce que là, nous ne sommes pas dans le cas des prises d'otages, comme on l'a connu jusqu'à présent, c'est-à-dire que des terroristes débarquent dans un site précis et prennent en joue des gens. Non, là, ils les ont amenés où? Personne ne sait rien. Or, il conviendrait de dire qu'il faudrait au moins 3 bus en entençant dans ces bus des jeunes filles. Minimum 3, voire 4 ou 5. Comment fait-on pour mettre qui les surveille? Combien de personnes faudrait-il pour surveiller autant de jeunes filles à la fois? Autant d'interrogations que j'ai. Quant à leur tweet, c'est très noble comme sentiment, mais je suis très interloqué par ces mêmes célébrités qui soi-disant sont célèbres mais qui ne disent rien.
quand il s'agit d'aller tuer des peuples entiers, on a vu le cas en Côte d'Ivoire, on a vu le cas en Libye, où ces peuples n'ont rien dit, ces célébrités n'ont rien dit, quand on a jeté des bombes enrichies à l'uranium appauvri, sur des populations civiles faisant plus de 100 000 morts. Donc, je me demande, je me questionne sur ces indignations très sélectives, hein, comme si c'était plus important. Tout est important, bien sûr, mais est-ce que 100 000 morts de Libyens n'est pas plus important que... Enfin, voilà. Donc, il y a comme une mise en scène qui laisse assez perplexe. Et je suis très très méfiante parce que je crains fort qu'il ne s'agisse là que d'utiliser Boko Haram pour pouvoir obtenir un retour en force militairement sur l'Afrique. Voilà, c'est mon point de vue sur cette histoire-là. Je déplore qu'effectivement il y a eu 276 jeunes filles enlevées, qui conviendrait de les retrouver, les ramener à leur famille, si c'est vrai. Parce que je pose encore la question si c'est vrai. Et pourquoi Madame Obama ne demande pas-elle à son mari de mettre les pédales douces sur les guerres secrètes menées par les États-Unis ici et là? Ça serait beaucoup plus intéressant qu'elle le fasse. En tant que mère, en tant que femme d'origine africaine, quand, même si elle est américaine, on ne saurait le lui enlever. En tant que panafricaniste, je l'intègre dans ce grand groupe également, qu'elle apprenne à défendre les intérêts d'un continent d'abord. Mais Boko Haram a déjà fait près de 4000 morts en une dizaine d'années. Et ces islamistes radicaux sont donc très dangereux pour la paix et la sécurité. N'est-il pas temps de les mettre hors d'état de nuire? Ah, quand les mecs est hors d'état de nuire, oui. Moi, je pense qu'il faudrait... D'ailleurs, moi, je m'engage à cela. Hein, si le Cameroun qui essaie de déstabiliser a besoin de moi je suis prêt à m'engager, même militairement, à mon âge, apprendre à tirer, apprendre à défendre les terres africaines, le golfe de Guinée, qui est dans la ligne de mire de tous ces gens. Il faut quand même se le dire, hein, qu'il y a beaucoup trop d'intérêts, beaucoup trop de pays ont intérêt à voir se déstabiliser cette région. Hein, et c'est pas seulement une question religieuse, c'est aussi une question économique. Donc oui, il faut mettre absolument Boko Haram hors d'état de nuire, hein, mais aussi dénoncer leurs commanditaires, leurs financiers. On le sait très bien qui sont des pays d'Arabie Saoudite, des sous-traitants en sous-main, de certaines salvaisons. Et on l'a vu bien avec Al-Qaïda, qui était financé par la CIA, par les États-Unis, et qui par ailleurs les combattait. Vous savez, j'ai comme l'impression de revivre le film afghan. Vous voyez, j'ai comme l'impression de revivre le film irakien, où les médias de propagande mettent en scène des situations. Moi, j'aimerais bien savoir qui c'est Boko Haram. J'aimerais bien savoir qui sont leurs financiers. J'aimerais bien savoir... Je ne dis pas que l'idéologie n'est pas derrière. Hein. Je ne suis religieuse. Vous savez, vous pouvez manipuler des groupes par rapport à certaines choses pour pouvoir obtenir d'autres choses. Mais je crains fort qu'à ce jeu-là, ceux qui les financent se retrouvent comme en Libye des grands perdants, hein, parce que ceux qui s'engagent auprès de Boko Haram, je crois fort, il y en a plein qui croient justement qu'ils sont en train de mener une guerre civilisationnelle, tandis que les autres qui les commanditent pensent qu'ils sont en train de mener une guerre de déstabilisation exclusive qui leur permettrait de revenir en force. Je pense qu'ils se trompent, tout le monde se trompe dans cette histoire, parce que le peuple africain a changé. La nouvelle génération des Africains n'acceptera jamais l'occupation de l'Afrique. Ça, j'en suis convaincu. Ceux qui ont 20 ans, je les vois réagir. Ils sont prêts, notamment au niveau du Cameroun, à s'engager, à se battre pour que personne ne vienne prendre leur terre et puiser dans leur gisement. Bien sûr qu'il faut combattre au Boko Haram. Voilà. Il faut combattre Boko Haram. Le Nigeria est devenu cette année la première puissance africaine devant l'Afrique du Sud. Mais l'armée nigériane, qui jadis suscitait respect et admiration, est incapable de neutraliser Boko Haram. Selon vous, le gouvernement nigérien a-t-il sous-estimé l'ampleur des attaques de Boko Haram, ou plutôt le Nigeria est un géant aux pieds d'argile? Je n'entrerai dans aucune de ces catégories. Je pense plutôt que l'armée nigériane est une armée extrêmement corrompue. D'où ma première interrogation, comment ont-ils fait pour enlever 276 jeunes filles au nez et à la barbe de tous sans réaction immédiate. D'ailleurs, on se rend compte aujourd'hui que seules 30 jeunes filles ont été identifiées par leur famille. Vous vous imaginez qu'il y en a plus de 200 et quelques, 220 par exemple, qui ne sont pas identifiables. Déjà, il y a beaucoup de questionnements là-dessus.
le problème du Nigeria, par ailleurs, c'est que il n'y a pas, comme on dirait, comme au Cameroun, une unité nationale, hein, que ce sont des États fédérés avec des différences. Chacun défend un peu sa chapelle, ce qui en fait la fragilité. Quand vous attaquez, par exemple, un groupe comme ça qui vient attaquer, par exemple, le Cameroun a une véritable unité nationale. C'est-à-dire quoi? Que les Camerounais peuvent avoir des différences d'opinion politique, culturelle, tout ce que vous voulez, mais il y a une véritable battement de cœur commun par rapport à la défense du territoire. Et un groupe comme ça ne pourra rien. D'ailleurs, cette armée nigériane n'est pas si puissante que ça. Elle a été défaite, on n'en parle pas beaucoup, par le Cameroun à Bakassi. Hein? Vous vous souvenez de l'affaire de Bakassi? Bien. Donc, et je pense fort que, par ailleurs, tout ce qui se passe au-dessus du Nigeria n'est pas un accident, que Boko Haram prenne de l'ampleur au moment où le Nigeria devient la première puissance économique d'Afrique, et ce n'est que le début. La plupart, nous sommes dans le golfe de Guinée, ne l'oubliez surtout pas. C'est-à-dire que c'est l'endroit où se concentrent toutes les richesses, les plus grosses richesses africaines. C'est ce golfe de Guinée qui inclut le Congo, le Cameroun, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, etc., jusqu'en Angola. C'est là où vous avez les plus grands gisements du monde. Et ça, j'en étais informé qu'on allait mettre ce golfe de Guinée à peu à 100 depuis 15 ans. Il me souvient d'une conversation, ma première conversation avec Kadhafi, qui m'avait fait venir exclusivement pour m'en parler. Il me disait, j'étais très jeune à l'époque, il me disait, jeune femme, je compte sur vous, regardez bien cette région, ils vont mettre cette région à feu et à sang. Ils vont mettre cette région à feu et à sang parce que c'est la région la plus riche du monde. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il appartient maintenant aux Africains à faire bloc, à mettre de côté leurs différences, d'abord à défendre leur territoire, à défendre leurs terres, à défendre leurs femmes, à défendre leurs enfants avant toute autre chose. Or, on a beaucoup d'hommes corrompus parmi nous, et je dis bien au masculin, des hommes, parce que les femmes africaines sont très dignes à ce niveau-là, que aujourd'hui, on doit, si on ne le fait pas, je vous le dis tout de suite, si on ne le fait pas, on risque un jour de reconnaître l'esclavage, pas seulement la colonisation, mais jusqu'à l'esclavage. Car ces pays qui veulent nous dominer sont des pays pauvres. On a oublié souvent de le dire. Quand on parle de l'Occident, l'Occident n'est pas un continent riche, ils n'ont rien. Voilà une terre où on n'a qu'une récolte par an. C'est-à-dire que un peuple doit récolter, travailler ce qu'il doit manger pendant un an en quelques mois. Nous, en Afrique, surtout dans le golfe de Guinée, on a plusieurs récoltes par an. Hein? On a presque une récolte tous les 15 jours. Donc, on va toujours avoir, ce continent doit toujours avoir autour de lui des prédateurs. Il est temps que les hommes africains se réveillent, qu'ils deviennent courageux, qu'ils arrêtent de polémiquer, de parler et qu'ils agissent pour la défense de cette terre-là. Et je les vois tout le temps dire, nous les intellectuels, mais moi en tant qu'intellectuel, je fais mon boulot. Mon boulot consiste à éveiller, à dire ce qui est en train de se passer. Il y a un enjeu capital, l'Occident est en train de s'effondrer, et pour ne pas s'effondrer, pour qu'il ne s'effondre pas, il a besoin de soumettre. Et il va le faire. Il faut que chacun d'entre nous réfléchisse, que nous soyons musulmans, catholiques, moi je suis chrétienne, hein, que nous soyons catholiques, évangélistes, peu importe ce que nous soyons bouddhistes, il y a des enjeux qui dépassent nos différences religieuses, qui dépassent nos différences ethniques, nos politiques, tout ce que nous voulons, on doit préserver nos terres, on doit préserver notre intégrité territoriale, notre intégrité physique aussi. Parce qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin si on leur permet de revenir. Vous parlez d'une action commune de l'ensemble des Africains pour préserver l'intégrité territoriale, mais malheureusement l'Union africaine et les organisations sous-régionales comme la CEDEAO et la CEMAC ont plutôt fait profil bas, alors que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Chine n'ont pas hésité à envoyer des forces spéciales pour retrouver les filles enlevées. Pourquoi, Madame Béala, cette timide réaction des dirigeants africains qui devraient en principe prendre le devant des choses? Je me demande s'ils ne se disent pas que les filles n'ont pas été enlevées, justement. Parce que vous avez vu, en Centrafrique, ils n'ont pas attendu. Après un pays, hein, ils y sont allés. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
Je me demande s'il ne s'interroge pas sur l'opportunité, sur la véracité. C'est pour ça, moi, j'ai posé la question à des amis qui sont des militaires, qui sont des généraux dans les armées, qui sont, vous voyez, qui sont des stratèges. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu par rapport à ça? Non. Ils m'ont dit, Madame Beyala, il est impossible d'enlever 200 et quelques jeunes filles. Voilà. On peut en enlever 30. On ne peut pas en enlever 200 et quelques. C'est pour ça que au tout début, je vous dis comment on les transporte. Vous vous imaginez ce que c'est que mettez 50, ne serait-ce que même 5 personnes, 50 jeunes filles dans un bus pour les surveiller. Comment vous les nourrissez? Comment vous faites à ce qu'elles passent inaperçues? Mais c'est gigantesque. Vous savez, vous pouvez cacher facilement 5 personnes, 10 personnes à la limite, mais près de 300 personnes, c'est une foule, monsieur. C'est une foule. Donc, l'Union africaine avance. Moi, je ne vais pas leur citer l'anathème. Vous savez que l'Afrique est partie de très bas. Moi, je suis souvent étonné du manque de tolérance des Africains vis-à-vis de leur institution. Il y a 50 ans, c'est-à-dire au moment des indépendances, on n'avait rien. Il a fallu tout fabriquer de toutes pièces en partant de très loin, en sachant que c'est une terre qui avait connu des pires exactions du monde. Je trouve qu'on ne s'est même pas plutôt mal débrouillé. Pourquoi? Parce que vous savez, 50 ans dans la vie d'un être humain, c'est pas grand-chose. Mais dans la vie d'une nation, ce n'est qu'une goutte d'eau. Et je pense que tout ça avance. Pour le moment venu, l'Union africaine réagira comme il faut. Parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans les pièges tendus par l'autre, qui consistent à s'emballer, à nous faire regarder à droite, alors qu'il faudrait regarder à gauche. C'est pour ça que je pose la question. Quand je m'interroge sur comment ils ont fait pour enlever les jeunes filles, c'est parce que j'ai posé la question à des gens plus informés que vous et moi, et qui m'ont dit que non, c'est impossible, Madame Beyala. On ne peut pas enlever 300 jeunes filles à la fois et passer inaperçu. Donc, la CEDEAO fait ce qu'elle peut. Vous avez même remarqué que sur la Libye, l'Union africaine avait demandé qu'on n'intervienne pas, qu'on ne tue pas le guide. L'Occident a étouffé la voix de l'Union africaine à travers les médias et a été jusqu'à faire croire que l'Afrique approuvait ses actions. Alors que c'était totalement faux. Le pauvre Jean Ping passait dans les petits médias, personne ne lui a donné l'autorisation de dire haut et fort non. Qu'est-ce qui nous confirme que la CEDEAO n'a rien fait? Faisons attention à tout ça. Faisons attention aux médias mensonges, à ces médias qui nous mentent, qui manipulent l'opinion, qui font croire aux Africains qui ne valent rien. C'est un travail de sape psychologique qui jusqu'alors fonctionne. Regardez la question que vous me posez. Par exemple, en Centrafrique, ce n'est pas la France qui est partie sauver les Centrafricains, c'est l'Union africaine qui a envoyé sur place et des Burundais, et des Rwandais, et des Congolais, et des Gabonais, et des Tchadiens, et des Camerounais. Ce sont eux qui ont résolu le problème, comme ils pouvaient même ça continuer encore un peu, mais ce sont eux qui ont stoppé les choses. Il faut que les Africains, apprennent à avoir confiance en eux. Et nous, l'élite, on ne doit pas tenir le discours qui va décourager nos jeunes comme quoi nous sommes incapables. Nous ne sommes pas des incapables. Je dirais même plutôt que pour un peuple qui a connu autant d'exactions, qui a connu autant de malheurs, vous avez vu qu'on est encore là. Les Indiens qui n'ont même pas connu le quart du tiers de ce que nous avons connu ont disparu, monsieur. Vous voyez? C'est pas mal, monsieur. C'est pas mal, c'est vrai, ça ne va pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut avancer, c'est un peu lent. Il faut construire les États-Unis d'Afrique. Il faut aller plus loin. Il faut mettre sur pied des forces d'intervention. Il faut développer les économies interrégionales. Il faut faire plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Mais on le fait, monsieur. On le fait. L'Afrique, malgré tout, a produit des élites extraordinaires. Vous m'interrogez aujourd'hui. Vous avez été formé par les Africains les 50 dernières années, comme moi j'ai été formé par eux qui venaient de rien. www.fmliberté.com. Si vous venez de nous rejoindre sur
FM Liberté. Sachez que nous sommes en direct du studio numéro 1 de Chicago. Le thème de l'émission de ce soir, c'est l'enlèvement de 276 jeunes filles au Nigeria par Boko Haram et l'intervention de la communauté internationale entre griffes. Notre invitée, c'est Madame Calixte Béala, romancière panafricaniste camerounaise. Madame Béala, la question que certains se posent aujourd'hui, est-ce que Boko Haram est une vraie menace pour les Occidentaux ou un prétexte pour s'installer au Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique? Ce sont les deux. C'est-à-dire que même si ce sont eux qui ont financé les Occidentaux, ça pour déstabiliser l'Afrique et pouvoir s'installer, Boko Haram est aussi un danger pour eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est un danger pour tout le monde. C'est comme si vous produisez, vous voyez, vous jetez, vous fabriquez une bombe atomique et vous le jetez, vous allez aussi vous-même qui jetez la bombe atomique, respirer ces gaz et même prendre le risque d'en creuser. Hein. Donc, oui. S'ils comptent s'installer, si c'est un danger pour l'Afrique, évidemment que ça déstabilise, ça crée des tensions intercommunautaires, interreligieuses, et ça peut aussi empêcher un développement rapide, comme on le voudrait, de l'Afrique et des institutions africaines. C'est une évidence. Mais en même temps, c'est aussi un danger pour les Occidentaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai signalé au départ, les jeunes qui s'y engagent ne sont pas tous achetés, ne sont pas tous corrompus. Et il y en a qui croient vraiment aux théories développées par Boko Haram. Donc ils ne vont laisser personne s'installer. Exactement comme en Libye. Ils ont manipulé les extrémistes d'Al-Qaïda en Libye en pensant que c'était leurs copains qui pourraient après s'installer et exploiter la Libye. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu s'y installer. Ça va être, et ils ont même tout perdu en Libye. Même le peu qu'ils exploitaient grâce à travers le Kadhafi, même ça, ils ne l'ont plus. Vous voyez? Donc, ce faisant, s'ils réussissent à déstabiliser totalement le Nigeria, il y aura une vraie explosion. Et les groupes ethniques, malgré leurs différences, vont se retourner à un moment donné contre la personne qui a commandité au départ, c'est-à-dire l'Occident. Il faut que l'Occident apprenne une chose, à acheter, à respecter les autres peuples et à acheter ses matières premières au même prix que tout le monde, à jouer le jeu du marché au lieu de monter des coups fourrés. Ces tentatives d'ailleurs ont déjà échoué au Moyen-Orient où ils ont essayé de faire ça. Ça va échouer doublement en Afrique, dans un premier temps certes. Boko Haram va combattre les chrétiens comme il le fait aujourd'hui, etc., etc. Mais à un moment donné, chrétiens et musulmans vont se mettre ensemble pour combattre les envahisseurs venus d'ailleurs. Gardez cette phrase que je vous ai dit et vous verrez ce qui va se passer dans 3, 4, 5 ans si l'Occident et les financiers de Boko Haram continuent. Il ne faut pas que les Occidentaux aillent s'installer au Nigeria. S'ils veulent aider, ils doivent aider les institutions africaines, les armées nigériennes, camerounaises, tchadiennes et autres à combattre Boko Haram, que ça reste un problème inter-africain et résolu par les Africains eux-mêmes. S'ils veulent protéger de ça pour venir s'installer, ils vont certainement vouloir le faire, tel que je les connais. Ils vont connaître les pires horreurs qu'ils n'auront jamais imaginées. Parce que ces peuples-là vont se mettre ensemble pour les combattre, comme on le voit aujourd'hui avec la Séléka et la Balaka en Centrafrique. N'est-ce pas? Oui. Vous avez dit entre-temps qu'il faut que les Africains se prennent eux-mêmes en charge, assurent leur propre sécurité. Mais hier, le président français François Hollande a organisé à Paris un mini-sommet des chefs d'État africains consacré à la sécurité en Afrique. Est-ce un aveu d'incapacité des Africains à assurer leur propre sécurité? Oh, moi c'est mon président François Hollande, je l'adore. Hein? François Hollande fait de la communication. Vous savez, c'est un monde où, quand vous craquez un peu, vous vous rendez compte que il y a plus de déclamation que de réalité. Est-ce que la France a les moyens d'aller faire quoi que ce soit aujourd'hui seul en Afrique? C'est impossible. On n'est même pas capable déjà d'assurer la sécurité de nos propres territoires dans les banlieues françaises.
Vous pensez que c'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés qu'on va aller faire? Non, c'est de la com. C'est rien du tout. C'est de la com. Évidemment, les chefs d'État, comme le disait Paul Biya hier, je pense qu'il a dit qu'ils sont venus avec le Nigeria pour déclarer la guerre à Boko Haram. Eux, oui, ils vont le faire. Mais vous voulez que la France fasse quoi? La France, qui encore pas, il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, était en train d'aller demander à la petite Géorgie des militaires pour pouvoir l'aider en Centrafrique. Non, la France n'a pas les moyens, ni économiques, ni en hommes, pour pouvoir mener de telles opérations. Donc, si les Africains qui ne savent pas communiquer, c'est vrai que nous sommes une société très vraie, en fait, qui ne savent pas comment communiquer, se laissent tomber dans les pièges de communication des autres, bon ben, oui, pourquoi pas, mais je ne pense pas que les Africains soient incapables ou un aveu de quoi que ce soit. La France veut toujours faire croire qu'elle existe sur le plan international en faisant à chaque fois des mini-sommets. La fois passée, ils ont fait aussi un sommet sur la sécurité en Afrique et ça a donné quoi? Rien du tout, n'est-ce pas? On peut toujours parler, vous savez, je peux organiser des conférences tous les matins là-dessus, hein, et vous inviter à venir aussi, n'est-ce pas? C'est pas pour autant qu'on va agir. Après donc la Libye, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Centrafrique, c'est aujourd'hui au tour du Nigeria d'abriter des troupes occidentales, notamment françaises. Ces interventions humanitaires, selon la terminologie officielle, ont quand même un coût financier. Qui paye l'addition? Ah, j'ai appris qu'en fait, ils faisaient payer l'addition aux pays africains qui faisaient appel à eux. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, en fait, les armées stationnées là-bas sont payées, et les armées étrangères sont payées par le contribuable ivoirien. Ah bon? Bien. Ah ouais. Mais la France n'a pas les moyens. Nous souffrons d'une crise économique ici en France, c'est très très grave. Donc on n'a pas les moyens de payer ces opérations. Vous avez peut-être vu aussi d'ailleurs au niveau de la Centrafrique, les gens qu'on a envoyés là-bas, les militaires se plaignent qu'ils n'ont même pas d'équipement, mais ils n'ont même pas de pare-balles. Voyez? Donc, de quoi parle-t-on? C'est-à-dire qu'il faut faire attention à cette communication mythique. C'est-à-dire qu'il faut garder une grandeur mythique aux pays occidentaux en faisant croire que, je vais dire que, d'abord, une armée, ce sont des hommes. Or, aujourd'hui, quand vous regardez la loi du nombre veut que on ne puisse soumettre aucun pays d'Afrique. Il suffit que les Africains le décident. Combien de militaires la France est-elle capable, quand vous parlez des stationner des hommes nigériens? Le Nigeria, je crois, ça compte plus de 160 millions d'habitants, non? Si je me trompe comme ça. Oui. Vous pensez que c'est avec 1000 ou 2000 soldats que vous allez contrôler 150 millions de Nigérians? C'est une goutte d'eau dans la mer. C'est de la communication pour toujours faire peur aux humains, faire peur aux Africains pour pouvoir les dominer. Vous savez, la domination d'abord psychologique. Vous savez combien de militaires en totalité la France a en Afrique? Moi, je vais vous donner le chiffre, moins de 10 000 hommes. Ah bon? Okay. Alors, à quand donc alors la mise en place d'une force d'intervention rapide africaine pour ne plus attendre chaque fois la France et l'Occident en cas de conflit? Mais personne ne les attend, c'est eux qui s'incrustent. Vous avez vu qui les attendent? Hein? Ils font semblant, ils prennent 3 caméras. Moi, je n'ai pas vu les gens les attendre. Ce sont eux qui s'incrustent. Et à chaque fois, ça se passe mal, comme au Mali, comme en Libye. En Côte d'Ivoire, il y a 400 hommes. Vous pensez que c'est avec 400 hommes qu'on contrôle 20 millions d'Ivoiriens? Mais pas du tout. Mais peut-être que les Africains jugent même innocemment que cette présence n'est pas importante. Vous savez, si les Africains veulent le chasser de chez eux, nous nous levons tous un matin. Toute cette armée étrangère, ils le font en moins d'une heure. En moins d'une heure, tout le monde est parti. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on ne le fait pas parce que le peuple africain est un peuple profondément, je dirais, christique. Je n'ai pas dit chrétien, j'ai dit christique, parce que la notion christique n'est pas chrétien, c'est une notion déique. C'est-à-dire un peuple hospitalier. Peut-être un peu trop hospitalier. Un peuple pas méfiant. Un peuple généreux. Hein? Donc, qui n'a pas la haine de l'autre, qui ne voit pas l'autre forcément comme un tiroir-caisse à exploiter, vous voyez, une matière à exploiter. Donc, du coup, il n'y a pas ce rapport conflictuel permanent à l'autre. Mais je vous garantis, et peut-être qu'on le verra avant notre mort un jour, que le jour où les Africains vont décider de se défaire de tout le monde, ça prendra
1 heure, je n'ai pas dit une journée, en 1 heure, ça sera fait. Un soulèvement d'Africains du nord au sud, de l'est à l'ouest, et le problème est résolu. Nous l'espérons bien. Pour conclure, Madame Béala, votre dernier ouvrage, Le Christ selon l'Afrique, met l'accent sur l'emprise des religions sur le vécu quotidien en Afrique. Selon vous, les religions dites importées reflètent-elles leurs valeurs de solidarité et de cohésion sociale sur le continent noir? Bon, d'abord, je vais peut-être prendre un peu la parole, revenir sur la notion de religion importée. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que toutes les religions ont leur base, ont été créées en Afrique. Que l'homme africain est profondément religieux, spirituel dans l'âme, il est très croyant. Et ces religions, notamment le christianisme, le catholicisme en tant que tel, est certes dans sa forme moderne, dans son expression moderne, est une religion venue d'ailleurs. Mais dans sa réalité, quand vous la regardez, que vous la disséquez, vous voyez très bien qu'elle ressemble beaucoup à l'animisme pratiqué par les Africains dans les forêts les plus éloignées. Bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez voir qu'il y a plein de saints. Saint Michel, Saint Lazare, Saint Anastasie, Sainte Thérèse, Sainte Martha, etc., qui correspondent à des intercesseurs, comme dans l'animisme, qui intercèdent pour les hommes auprès de Dieu. Et ça, le vaudou fonctionne de la même façon. Ce qui fait que ça a été très très facile de calquer ça sur l'Afrique, de faire imposer ça aux Africains parce que ça correspondait à quelque chose qui existait déjà en état chez eux-mêmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vrai que le religieux aujourd'hui prend de l'ampleur en Afrique et cette réalité est palpable, tout simplement parce que les Africains ont l'impression que le monde moderne est devenu fou. Vous savez, aujourd'hui en Occident, pour faire obéir les gens, on passe par la loi. On passe par les parlements qui adoptent des textes. Or, la loi a une origine divine. Je ne dois pas faire du mal parce que c'est dans les écrits, c'est dans la Bible, c'est dans le Coran, c'est dans toutes les écritures, c'est dans ce qu'on appelle la conscience déique des peuples. Or, l'Occident n'a plus ça. L'Occident a besoin, tout ce qui n'est pas dans la loi est permis. Les Africains s'accrochent à la loi pour ne pas tomber dans l'obscurantisme. Mais l'application des lois déiques dans leur expression la plus absolue fait tomber l'être aussi dans l'obscurantisme. Il conviendrait de trouver un mi-chemin entre ça, assez de recul, pour qu'il n'y ait pas l'exploitation naïve des peuples africains par des soi-disant pasteurs, des églises éveillées, ou qui ne soient pas soumis à des esprits retors qui vont manipuler le religieux contre les peuples. C'est tout. Mais je pense que l'Afrique a bien raison de garder, je dirais, la morale déique au lieu d'adopter absolument et totalement leur morale qu'ils appellent laïque. Madame Calixte Béala, je vous remercie d'intervenir en direct sur FM Liberté. Votre ouvrage, Le Christ selon l'Afrique, est disponible en librairie et sur Amazon.com. Je vous remercie, monsieur. Merci également à Eric Alovor pour la technique. Je suis Bill Émile Davolk. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Visage d'Afrique. FM Liberté. Oh yeah. Ouverture sur le monde. 1, 2, 3, 4. Armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. Armée française, allez-vous-en de chez nous.